Bonsoir tout le monde. C'est bon, oui. Alors tout d'abord, au nom du Cercle EB, je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux ce soir afin de participer à cette soirée débat avec Axel Lemaire, secrétaire d'État en charge du numérique au sein du gouvernement, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, afin d'aborder un sujet qui lui tient à cœur, nous le savons, c'est la République numérique. Dans le cadre de l'organisation de cet événement, nous tenons à remercier chaleureusement tout d'abord notre premier partenaire exclusif, la société OnePoint, qui est représentée ce soir par David Layani, son président et fondateur. Nous tenons aussi bien évidemment à remercier notre hôte habituel de Family, ainsi que M. Nicolas Collin, qui animera avec nous ce débat et ces échanges qui promettent d'être riches. Alors, Madame la Ministre, ce soir, le Cercle EB est heureux de vous recevoir, tout particulièrement pour deux raisons. La première est liée à votre ministère, le numérique. Le numérique, Nicolas Collin le connaît très bien, a transformé tous les secteurs d'activité depuis plusieurs années au sein de notre société. Et notre génération, ma génération, a grandi avec le numérique et le numérique fait partie intégrante de notre quotidien. C'est dire à quel point votre ministère est important parce qu'il conditionne la stratégie du numérique pour l'avenir de la France. Ça, c'est la première raison. La seconde, excusez-moi de verser peut-être dans du jeunisme, mais vous êtes jeune. En tout cas, si l'on considère la moyenne d'âge au sein du gouvernement et au sein de la classe politique. Et le Cercle EB considère, et je pense que vous serez peut-être en partie d'accord avec moi, que c'est une bonne chose parce que c'est la preuve que nos dirigeants politiques intègrent l'idée selon laquelle il est bon aussi d'avoir des jeunes, en tout cas un esprit nouveau et un renouvellement de la classe politique, au cas où, au sein des pouvoirs publics, parce que c'est une autre approche des choses, une autre approche de la politique et de l'économie. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles nous sommes amplement heureux de vous recevoir, et c'est pour cela aussi que nous vous avons réservé une petite surprise. Ouais. Effectivement, je crois que vous le reconnaissez. Je pense qu'il a un message pour vous ce soir. Ouais. Souhaitons la bienvenue à cette soirée débat sur la République numérique et sur la France de demain. J'incarne le futur et partout dans le monde je représente la France devenue un environnement favorisant l'innovation. Votre action suscite chez moi beaucoup d'espoir pour l'avenir numérique de la France. Je vais suivre avec attention cette soirée débat et je vous remercie d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Je vous prie d'applaudir chaleureusement Madame Axel Lemaire, secrétaire d'État du numérique. J'espère que vous avez apprécié la surprise. Je peux dire un mot là-dessus, c'est génial, merci beaucoup. J'aimerais bien le filmer d'ailleurs. En partant, vous me refaites, on fait un petit rewind. Et, ça fait 2 surprises en 2 jours, mais hier, j'étais en visioconférence avec la conférence d'IDAT organisée à Montpellier, et la surprise, c'était ma mère dans la salle. Donc en fait... On n'a pas pu l'avoir, mais on a pu avoir... Non, mais c'est super ça. Tant mieux. Alors, après cette surprise, nous allons donc, avant de rentrer dans le vif du sujet au niveau de la soirée débat, au niveau du thème, Nicolas et moi-même allons essayer de vous présenter en 2 mots le Cercle EB et de Family pour ceux qui ne les connaissent pas encore. En ce qui concerne le Cercle EB, nous sommes un forum de réflexion et d'action qui vise à promouvoir l'initiative des jeunes. Créé en 2014, début d'année, en février, le Cercle EB se compose d'une communauté de jeunes étudiants, entrepreneurs, mais aussi jeunes actifs, qui sont soit dans des secteurs d'activité qui sont plutôt entrepreneurs, soit dans des secteurs d'activité plus classiques,
avocats, consultants, ingénieurs. Et l'idée du cercle EB est assez simple, c'est que nous considérons que notre capacité individuelle et collective à prendre des initiatives est à la fois un facteur de réussite, mais aussi un facteur de croissance pour la France. Voilà pourquoi le cercle EB essaye de promouvoir cette initiative, notamment via son forum de réflexion, à savoir les cycles de conférences que nous organisons. Notamment, nous avons la chance aujourd'hui de vous recevoir. Nous avons eu aussi la chance de recevoir l'un de vos collègues, Monsieur Thierry Mandon, secrétaire d'État aussi. Nous avons aussi... Oui. C'est un très bon teasing, hein. Une fois que vous l'avez eu lui, en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à avoir un membre du gouvernement. Vous en avez un, vous les avez tous. D'accord. Je pense que nous aurons Emmanuel Macron bientôt, alors. Donc voilà, l'idée, c'est justement, à travers ces cycles de conférences, d'avoir un échange avec une personnalité publique sur différentes thématiques. Ça, c'est en ce qui concerne le forum de réflexion. Il y a aussi un forum d'action, parce que nous voulons réfléchir, mais nous voulons aussi agir. L'action, ça passe par les rencontres que nous organisons entre jeunes qui sont dans différents secteurs d'activité, justement, afin qu'ils se rencontrent. Afin qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent. Très souvent naissent un certain nombre de synergies, un certain nombre d'initiatives communes. Et c'est aussi ça, le cercle EB. Donc voilà, après avoir présenté en quelques mots le cercle EB, je vais passer la parole à Nicolas Collin qui va nous présenter en quelques mots de Family. Merci beaucoup, merci, bienvenue à The Family, bienvenue Madame la Ministre. Ce n'est pas votre premier passage ici, vous avez notamment prononcé un discours lors d'un événement qu'on a consacré à la transition numérique de la filière du luxe qui avait lieu début juillet de cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas, néanmoins, car il y en a sûrement dans la salle, donc The Family est une société d'investissement qui prend des participations dans des entreprises, idéalement en amorçage, et fait grandir ce portefeuille de participation pour essayer d'en faire émerger les quelques entreprises qui pourraient avoir une chance demain de dominer leur filière à l'échelle globale. Donc on s'est fixé un niveau très élevé d'ambition. On a grandi depuis 1 an et demi, depuis la création de la société, avec plusieurs dizaines d'entreprises en portefeuille, dont on s'occupe activement, avec une infrastructure qu'on continue de déployer et d'enrichir en permanence. On va bientôt commencer à se développer à l'international, c'est-à-dire élargir notre deal flow à l'international. Et ce lieu où nous vous accueillons ici, donc c'est un très grand lieu, il y a plusieurs plateaux qu'on partage avec d'autres entreprises, mais c'est un lieu qu'on a pris parce qu'on pense que se rassembler et réfléchir et inspirer est une composante essentielle de notre mission, notamment la mission d'éducation des différentes parties prenantes de l'écosystème parisien. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous de pouvoir disposer de cet espace dans lequel on accueille des événements de différents formats, dont votre venue ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir Madame, tout d'abord merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc après ces présentations, nous allons vous poser quelques petites questions pour donner un peu de contexte avant d'ouvrir le débat avec le public. Donc vous êtes aujourd'hui secrétaire d'État en charge du numérique, un rôle qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui a pris de plus en plus d'importance du fait de la prise de conscience des enjeux liés au numérique. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous définissez votre rôle et votre mission ? Alors en termes jeune, je dirais que je suis une hacker, une maker et une shaker au sein du gouvernement. La réalité, c'est qu'effectivement le portefeuille a évolué de l'économie numérique au numérique. Je continue à penser que c'est plutôt une bonne chose que je sois rattachée au ministère de l'économie et des finances, parce que c'est quand même là qu'il y a encore des sous, et qu'il vaut mieux être près du nerf de la guerre. Simplement, comme le numérique, j'essaie d'avoir une démarche transversale, et si possible collaborative. Ça veut dire que lorsque je constate des blocages, des nœuds, un retard, et selon les priorités que j'établis avec mon équipe, je viens en démarche de proposition vis-à-vis de mes collègues au gouvernement pour essayer de porter en commun des sujets avec eux. Alors bien sûr, parce que je suis à Bercy, en charge les sujets économiques liés au numérique, qui concernent les startups, comme la transformation numérique des PME, des ETI,
comme celle de la préparation des grands groupes à l'ère numérique, plus les questions de financement de l'économie. Voilà. Mais le numérique, il est partout. Et donc, je travaille par exemple beaucoup en ce moment sur le plan e-éducation pour essayer d'apporter une vision qui est une vision qui vient des écosystèmes et qui vise à représenter l'apport potentiel des startups et des pédagogies innovantes dans la définition de ce plan. Je vous donne un exemple très concret. Cet après-midi, je voyais Guillaume Pépi, pour une raison que vous connaissez sans doute, à l'issue d'un tweet désormais célèbre. On s'est ensemble interrogé sur la stratégie numérique de la SNCF et en particulier la manière de répondre à une exigence qui est désormais non seulement technologique mais portée par les usagers de la SNCF, qui est comment connecter les services dans les trains et en particulier dans les TGV, ce qui pose un défi technique lorsque 600 personnes téléchargent potentiellement de la vidéo ou beaucoup de data en même temps à 320 km/h. Donc, et ça, je ne pourrais pas le faire seule. Donc, il faut que j'aille dans une démarche de collaboration et de proposition avec le ministre des Transports et avec les opérateurs de téléphonie mobile. C'est un exemple, mais je pourrais en décliner plusieurs comme ça. Qu'est-ce que vous inspire la montée de l'économie chinoise dans l'économie numérique globale, en fait? Parce qu'on avait un peu le sentiment jusqu'ici que tout était normal. Les États-Unis nous avaient distancés, mais ça, c'était comme d'habitude, d'une certaine manière. Depuis quelques mois, avec l'introduction en bourse d'Alibaba, il y a un sentiment d'inquiétude, en fait, qui monte. C'est que tout d'un coup, là, un deuxième géant vient de rejoindre le premier dans le concert des grandes puissances. On sent, quand on est ici dans cet écosystème, un très fort phénomène d'aspiration vers votre circonscription à Londres, où semblent se concentrer en tout cas les capitaux à l'échelon européen pour l'investissement dans le numérique. Qu'est-ce qui, dans l'action du gouvernement, tient compte de cette redistribution dynamique de la puissance et du fait que la France, si elle veut rester développée, doit y reprendre sa place en quelque sorte? Enfin, c'est une ambition qui a motivé la création de Family, qu'on essaie de porter haut, et parfois ça heurte et ça clive en tout cas. Et je dirais qu'on n'a pas encore tout à fait réussi à partager ce niveau d'ambition-là avec nos dirigeants, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, et ça reste encore très isolé. Mais ce n'est que mon point de vue du côté des personnes qui sont chargées de ça, notamment vous en tant que niveau d'ambition de faire quoi? Eh bien, de faire grandir nos entreprises pour qu'elles puissent avoir le même niveau de puissance et de domination sur leur marché. C'est terrible. Donc vous avez, Nicolas, le sentiment que je ne suis pas obsédée quotidiennement par la question de la... Mais la classe politique dans son ensemble, c'est ça? Oui, et Guillaume Pépi. D'accord. Alors, moi, je vois deux niveaux géographiques et temporels. Le premier, à court terme, qui est la question de la croissance des startups en France et en Europe, avec un possible drainage, une aspiration, comme tu dis, une hémorragie parfois, des startups vers Londres, mais aussi et surtout vers la Silicon Valley. Puis la deuxième, la Chine. La croissance des startups en France, c'est la priorité économique que je me suis fixée, parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, l'innovation et donc la croissance et donc la création d'emplois vient des startups et viendra de plus en plus des startups. Le problème, et tu l'as dit, c'est le fait que ces startups ont du mal à devenir des scale-up. Pour deux raisons, à mon avis. D'abord, une difficulté d'accès au financement après la phase d'amorçage pour les seconds tours de table, au-delà de 4-5 millions. C'est rare en France. Une difficulté, en gros, ce qui est désormais un lieu commun de le dire, mais on continue d'exister selon des schémas d'endettement des entreprises, alors même qu'on devrait être dans des schémas de financement
d'apport en capital, comme c'est le cas aux États-Unis, c'est ce qui a fait la force de la Silicon Valley. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une circulation de richesse abondante et rapide. Et puis, il faut qu'il y ait un marché du capital risque, du capital investissement. Et puis, la deuxième difficulté, c'est l'accès à la commande, qu'elle soit privée ou publique. Donc, pour répondre à ces difficultés, j'en reviens à la question du financement. Sur la phase d'amorçage, je crois qu'il y a de nets progrès qui ont été réalisés ces dernières années avec une diversification des outils de financement. Je pense par exemple au crowdfunding. Un décret est entré en vigueur cette année qui a permis de donner un cadre juridique au financement participatif et donc de sécuriser les transactions qui s'effectuent dans ce cadre. Je pense à la BPI, la Banque publique d'innovation, qui, notamment dans les territoires, est devenue un acteur quasiment incontournable, ce qui se discute aussi, hein. Mais dans le financement d'amorçage, il y a un réseau assez solide de business angels et on a des fonds d'investissement qui font à peu près leur travail pour cette phase-là. La seconde phase, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est notamment compliqué, même si Paris est la deuxième place du capital risque en Europe et se rapproche de Londres, sachant que Berlin s'en éloigne. Et donc les derniers résultats pour 2014 sont plutôt satisfaisants, même si on n'est franchement pas revenu au niveau d'avant la crise financière d'avant 2008. Le problème fondamental, qui est un problème européen, qui est juste l'illustration de l'échec européen, c'est la fragmentation de ce marché des capitaux et la fragmentation du marché commercial qui oblige aujourd'hui une start-up à partir à la conquête de 28 marchés nationaux différents, alors que si elle va aux États-Unis, elle a accès directement à 360 millions de consommateurs. Blablacar, qui est quand même à l'aune de la valuation, de la valorisation boursière et la plus belle réussite française jusqu'à présent, 100 millions d'euros, pour réussir, c'est assez miraculeux, a dû franchir les barrières réglementaires de 13 pays différents. Donc c'est un choix que de se dire je ne vais pas aller faire ça directement aux États-Unis. Et en l'occurrence, ce n'était pas un choix, c'était plutôt une chance parce qu'il se trouve que la réglementation en matière d'assurance pour les voitures était tellement compliquée et plus lourde aux États-Unis que ça a permis un développement plus rapide sur le territoire européen. Et puis, marché fragmenté du capital risque, les gros fonds, ils sont à Londres, et Londres fait la guerre à Paris, qui fait la guerre à Berlin, qui fait la guerre à Stockholm, qui fait la guerre à Helsinki. Donc, dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner qu'on ne soit pas en capacité de réunir des fonds sur des échelles qui permettraient à nos entreprises de connaître des valorisations équivalentes que celles des États-Unis. Ça, c'est la question du financement. Pour ça, une des clés, c'est l'attractivité internationale de la France. Il faut faire venir les investisseurs étrangers ici et donc les convaincre de venir. C'est franchement pas facile quand on est face à des investisseurs américains qui, sous le soleil de la Silicon Valley, nous expliquent que, d'accord pour financer une start-up à condition qu'elle se domicilie aux États-Unis et qu'elle applique le droit du Delaware. Et certains investisseurs ont oublié que dans le mot capital risque, il y avait le mot risque. Et moi, je passe mon temps à essayer de les encourager à venir voir, comme ainsi, la vitalité, le dynamisme des écosystèmes français. Et ce que j'ai découvert vraiment depuis mon entrée en fonction, parce que je sous-estimais cette vitalité, c'est à quel point des startups extraordinaires, il y en a partout en France. Et le gouvernement a labellisé 9 métropoles la semaine dernière. C'est totalement justifié et légitime parce qu'en fait, on se rend compte que ces écosystèmes, ils ont des startups performantes qui ont fait des belles levées de fonds, qui travaillent avec des grands groupes, avec des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des administrations locales, qui ont des collectivités locales puissantes et qui viennent en soutien économique derrière cet écosystème. Voilà. Et tout ça, c'est totalement méconnu. Et les mêmes investisseurs continuent à s'arrêter à des stéréotypes, des clichés qui se résument souvent à la première page de The Economist ou The Financial Times. Donc voilà le bilan. Les choses changent. Et si je vais convaincre
aux États-Unis, au Canada. Là, je rentre de Slush à Helsinki. C'est vraiment à Helsinki, par exemple, il y avait plus de 13 000 participants, 4 500 startups, 750 investisseurs étrangers. Et il se trouve qu'il y avait le Premier ministre finlandais, le Premier ministre estonien et moi. Et pourquoi ils m'ont invité? C'est pas parce que c'est moi, c'est parce qu'on parle de la French Tech. Et donc, en 2 mots, French Tech, on arrive à résumer la vitalité de ces... Et en tout cas, à susciter une curiosité qui fait que, moi, je trouve que ces derniers mois, il commence modestement, il commence à y avoir un intérêt suscité pour dire, il n'y a peut-être pas que les États-Unis, la Silicon Valley, New York et Londres. Il y a peut-être autre chose. Voilà pour le financement. La commande en décret est entrée en vigueur tout récemment sur les achats publics innovants de la part de l'État pour que les startups aient accès plus facilement à la commande publique sans entrer dans les détails du mécanisme. Je crois que ça va radicalement changer la donne pour les startups parce que les administrations travailleront plus en amont de la recherche et développement avec des startups. Et une fois que des produits sont en phase de possible commercialisation, il n'y aura pas de nouveau un appel d'offres lancé. Donc il y aura une continuité de la relation qui s'est créée entre l'administration et la start-up qui fera que ça pourra beaucoup plus facilement déboucher sur des débouchés. Et puis quant à la commande privée, pour moi c'est la priorité de l'an 2 de la French Tech. On a labellisé maintenant avec Emmanuel Macron, il faut aller convaincre notamment les grands patrons du CAC 40 de faire de l'innovation ouverte, de faire du corporate venture, d'investir dans les startups, soit créer des incubateurs en interne, soit mieux encore investir, co-investir, apporter des fonds propres dans des startups. Et c'est du gagnant-gagnant parce que comme ça, les entreprises comprennent d'où viendra l'innovation demain, comment leur modèle économique sera complètement bouleversé par cette innovation. Et puis les startups peuvent trouver des débouchés, peuvent partir ensemble en partenariat à la conquête des marchés internationaux. Donc voilà schématiquement la situation pour la question londonienne qu'il ne faut pas surestimer. J'ai été députée de ces Français qui soi-disant partent. Un phénomène dont on ne parle jamais, c'est les Français qui rentrent. Moi, je ne porte pas un jugement sur ceux qui partent et ceux qui rentrent. Je crois que c'est juste, ça correspond à la réalité de la mobilité humaine en 2014. Il était à peu près temps que les Français bougent. On avait énormément de retard par rapport aux Américains, aux Allemands, aux Britanniques, aux Australiens, aux Sud-Africains. Historiquement, les Français sont casaniers. Depuis 10 ans, ils ont juste découvert qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la planète et qu'on pouvait sortir de chez soi. Donc moi, je m'en réjouis. Tant mieux s'ils vont créer de la valeur à l'étranger, tant mieux s'ils ont des expériences à l'étranger. Très souvent, ils partent par amour, pas par évasion fiscale. C'est le cas de figure de je suis parti en Erasmus et je reste en Suède est quand même beaucoup plus fréquent que je suis un évadé fiscal qui me cache à Singapour. Donc là aussi, les médias ont une certaine paresse dans le descriptif qu'ils font de ces situations. Et puis ce qu'on ne dit pas, c'est que les entrepreneurs français qui sont à Londres, au-delà du fait qu'ils ont découvert que la fiscalité et l'impôt sur les sociétés cachaient certaines autres taxations qu'ils n'avaient pas imaginées, que c'était quand même un peu con d'être au cœur de Tech City et de ne pas avoir d'Internet haut débit, qu'ils en avaient marre que le métro ne vienne pas et que pour 5 pounds le ticket, ça faisait quand même un peu cher et que lorsqu'ils commencent à avoir des enfants, payer un logement ultra cher, plus des transports, plus d'énergie, plus l'assurance santé privée, plus l'école des enfants, plus au final, on n'est peut-être pas si mal que ça en France. Cette histoire-là, on l'entend jamais. Moi, je l'ai vue au quotidien dans mon travail de députée. La Chine, vous m'arrêtez si je suis trop longue, parce que on est vendredi soir, je suis fatiguée, ça peut durer longtemps. La Chine, je rentre de Los Angeles, il y avait Jack Ma, qui est assez fascinant comme personnage, parce qu'on n'arrive pas à savoir quand on est un occidental si c'est un vrai rebelle anarchiste au sein du système communiste chinois, ou si il joue complètement le jeu, parce que en fait c'est la Chine qui s'exporte.
On n'arrive pas à savoir. Toujours est-il qu'il fallait voir la tête des Américains lorsqu'il a annoncé qu'il commençait à entrer sur le marché américain. Et donc, le sentiment de toute puissance, en particulier des GAFA, mais de la Silicon Valley de manière générale, qui aujourd'hui mène le monde dans le domaine du numérique. Un rappel, 78% des sociétés cotées en bourse dans le secteur du numérique sont américaines, 2% sont européennes, pas françaises, européennes. Eh bien, cette toute-puissance, elle est menacée par l'arrivée des géants chinois. Cette arrivée, elle menace non seulement une domination économique, mais elle menace un modèle idéologique, philosophique, qui est celui du libéralisme économique, qui montre qu'un Internet fermé, un Internet d'État, avec des sociétés d'État, des capitaux très imbriqués, peut aussi réussir, notamment du fait qu'eux, ils ont un accès à un marché d'1 milliard de personnes. Moi, quand je les reçois, les Chinois, c'est assez ésotérique d'ailleurs, parce qu'ils m'expliquent « Ah oui, ils aimeraient bien acheter cette série télévisée parce que en fait, là, il se trouve que la dernière qu'ils ont mise sur le marché, en 3 jours, ça a plu à 800 millions de personnes. Et donc, voilà, c'est ça les proportions et c'est ça les grandeurs. Et donc là aussi, je pense que la montée en puissance des acteurs chinois, elle va disturber, comme diraient les Américains, la donne numérique à l'échelle internationale, mais complètement. Et ce qui se joue là, et là je vais être caricaturale, mais c'est quand même une vision un peu ultralibérale à l'américaine, contre comme cap, un capitalisme communiste à la chinoise, avec une Europe qui pendant 10 ans s'est plus intéressée à assurer une parfaite libre concurrence au sein de l'Union européenne entre les opérateurs télécoms. Les consommateurs sont très contents parce que ça coûte 3 fois moins cher de téléphoner et la connexion à Internet est 3 fois plus rapide. Il n'empêche qu'au bout de 10 ans, il serait à peu près temps qu'on commence à s'interroger sur notre rôle dans le monde. Et c'est le message que j'essaie de porter au niveau européen. C'est franchement pas gagné. C'est franchement pas gagné parce qu'à 28, chacun continue à tirer la couverture à soi. Et je vous assure que le projet européen, aujourd'hui, il y a très peu de gouvernements qui le portent, pour ne pas dire il n'y en a qu'un seul. En tout cas, en Conseil Télécom, et il se trouve que j'en ai un vendredi prochain, c'est quand même beaucoup l'impression que j'ai. Mais en même temps, pour finir sur une note plus optimiste, il y a une nouvelle Commission européenne, il y a 3 commissaires européens en charge du numérique. Neelie Kroes, l'ancienne commissaire digitale, entre guillemets, aime à dire qu'elle a été remplacée par 3 hommes. Et c'est vrai que ces 3 commissaires pèsent. Il y a un vice-président qui n'est autre que l'ancien Premier ministre estonien, l'Estonie étant le pays le plus numérique du monde, avec là aussi toute une histoire d'utilisation des outils numériques pour affirmer une émancipation, une autonomie par rapport aux voisins russes. Et puis il y a l'allemand. Les Allemands, ils ont quand même négocié le poste du numérique comme commissaire. C'est pas anodin. On sait bien qu'il y a une prise de conscience des enjeux qui font que moi j'attends beaucoup de l'Europe et d'un sursaut pour avoir une stratégie industrielle. Lorsque je dis industrielle, c'est-à-dire d'émergence d'acteurs qui pourront être les champions numériques de demain. Vous avez anticipé ma question sur la French Tech, justement. Quand vous parliez des financements, il y a une enveloppe de 200 millions d'euros pour aider les accélérateurs de start-up, puisque l'idée clairement avec la French Tech et notamment les 9 écosystèmes labellisés, c'est de faire de la France à terme un vaste accélérateur de start-up. Ma question c'est, est-ce qu'on a une idée de l'échéance à laquelle on pourra permettre à la France justement d'atteindre et d'optimiser ce potentiel-là, ou au moins savoir à quelle échéance on pourra au moins tirer le minimum que l'on puisse tirer au vu de tout le potentiel de nos startups nationales? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je suis guidée par un sentiment d'extrême urgence et je crois que ce sentiment est partagé par l'ensemble des startups que je rencontre.
Les 200 millions, ils vont être actionnables à partir de janvier. Ça ne sera pas de la sub, pour de la sub, ce n'est pas de la subvention publique. Le choix fait par la Banque publique d'investissement, c'est de co-investir, donc avec des fonds privés, de venir en garantie, pour donner un effet de levier à de l'investissement privé, un peu sur le modèle israélien, dans des accélérateurs, donc, qui eux-mêmes ont présélectionné des entreprises connues pour avoir un potentiel de forte croissance. Ça, c'est le choix qui a été fait. Les 200 millions, c'est beaucoup et c'est pas grand-chose. Cela dit, on n'a pas à rougir par rapport à d'autres mécanismes de soutien public à l'innovation. Et au total, la BPI, elle a bien un budget de 750 millions d'euros sur l'innovation. Donc la French Tech, c'est 200. Ça va très très vite dans le numérique. Un des enjeux d'ailleurs, c'est de simplifier l'accès au financement et le traitement des dossiers. Je rentre de Finlande, j'ai rencontré Tekes, qui est l'équivalent de l'organisme finlandais qui prend en charge ces politiques d'innovation. Ils ont vraiment mis en place des mécanismes très rapides et ça, UbiFrance comme la BPI travaille aussi. Donc ce qu'il faudra, c'est un déploiement rapide des moyens, une vraie prise de risque, une compréhension des atouts, du potentiel techno comme non techno. Ce qui compte, c'est l'innovation. Et puis la capacité à attirer des investisseurs étrangers, encore une fois. On va organiser des Discovery Tours. Les Américains que je rencontre, ceux qui pèsent lourd, c'est très frustrant parce qu'ils me disent tous « Oh, j'adore la France !» Et là, je leur dis « C'est génial, comme ça, vous pouvez venir investir. » Et puis en fait, ils sont tous touristes en France. Ils viennent passer leurs vacances ici. Mais ils ne font pas du business. Donc moi, je veux simplement essayer de créer dans leur cerveau cette adéquation entre France égale super génial pays, qualité de vie, il fait beau, il y a le patrimoine culturel et touristique le plus extraordinaire du monde et les plus beaux paysages. Donc, et puis on mange quand même assez, pas mal. Mais en plus, vous allez faire du bon business. Donc voilà pour les 200 millions. Et puis il y en a 15 qui sont réservés au volet attractivité de la French Tech. Un exemple, il y aura une délégation de start-up au CES, au Consumer Electronics Show de Las Vegas, en début janvier. Je dis une délégation parce que ça sera un peu la délégation officielle sélectionnée par UbiFrance, mais la réalité, c'est que le tiers des start-up du prochain CES seront françaises, le tiers. Et au point que le président, Gary Shapiro, en est très fier, au point qu'il s'interroge sur la possibilité de créer un CES à Paris. Un CES qui ne serait pas orienté de la même manière, qui serait orienté transformation numérique de l'économie traditionnelle, parce que qui dit Europe dit industrie, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, et il y a un enjeu extraordinaire et un potentiel pour les startups de contribuer à cette transformation numérique des acteurs traditionnels de l'industrie et des services. Donc pourquoi je vous disais ça, les 15 millions, l'attractivité, c'est un exemple d'action. On part avec des startups à Las Vegas. Quand je dis on, c'est j'espère Emmanuel Macron, moi j'y serai, il y aura peut-être Fleur Pellerin, voilà. Tout le gouvernement est mobilisé. Hier soir, il y a eu un jeu digital à Matignon. C'est le Premier ministre qui a entendu des startups pitcher. C'est quand même assez en soi. Pendant 10 ans, moi j'étais à Londres et les investisseurs, y compris français, me disaient on est quand même bien traités. David Cameron, il nous reçoit à Number 10. On compte. En France, très longtemps, et pour des raisons historiques, institutionnelles, ce qui a compté, ce sont les grands comptes, justement, c'est le CAC 40. Parce que ces relations entre l'État et les grandes entreprises qui furent publiques, qui ne le sont plus aujourd'hui, parce que grands corps, grandes écoles, vision définie par le sommet de la hiérarchie de l'État, de ce que doit être l'économie. On veut être les meilleurs dans le nucléaire. Eh bien, allez, 10 ans. Et puis, 10 ans plus tard, on est les meilleurs dans le nucléaire. On a créé la filière industrielle, on a créé les ingénieurs, on a créé ensuite toute une machine d'État qui répond à cette stratégie.
Aujourd'hui, la manière dont l'économie internationale, qui est beaucoup plus ouverte, a changé. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause fondamentalement le choix politique de la France, qui est celui d'un interventionnisme dans l'économie plus prégnant qu'ailleurs. Pas du tout. Ce rôle se décline différemment. La French Tech, c'est un exemple. On vient en accompagnement. La French Tech, c'est porté par les entrepreneurs. L'État est là pour valoriser les entrepreneurs, pour dire on est à vos côtés, mais c'est vous qui créez le mouvement. Une dernière question avant de passer au débat. Vous avez lancé début octobre avec le Premier ministre une concertation citoyenne sur le numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Que le format est assez innovant. Quels sont les objectifs et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les objectifs sont multiples. Préparer le projet de loi numérique qui sera présenté au Parlement. Est-ce que vous pourriez juste rappeler un peu ce que c'est? De quoi il s'agit? Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas exactement à quoi correspond cette concertation. Alors, le Premier ministre, le 4 octobre, au NUMA, a lancé une concertation sur les défis numériques qui se posent à notre pays. Et donc, c'est une procédure qui est organisée par le Conseil national du numérique, supervisée par mon équipe en lien avec Matignon et l'équipe du Premier ministre, avec un volet sur 4 qui est consacré à l'action publique et à la modernisation de l'action publique par le numérique et qui est, lui, supervisé par moi, mais aussi par Thierry Mandon, que vous avez eu l'occasion de rencontrer, et donc de constater à quel point cet enjeu de modernisation est important pour lui et pour le gouvernement. L'objectif, c'est d'aider à la définition du projet de loi numérique qui sera présenté au Parlement l'année prochaine. C'est aussi, dans le contexte européen et international que j'ai essayé de décrire, de définir l'ambition stratégique de la France, notamment pour l'agenda européen. Et puis sur la forme, c'est d'expérimenter des formes de travail gouvernemental qui sortent un peu du cadre traditionnel. Pourquoi? Parce que je pense que nous avons le devoir de nous remettre en cause en tant que responsables politiques lorsqu'on voit la montée des populismes, la montée des extrémismes, le sentiment que le pouvoir politique n'est plus en mesure d'agir, en particulier dans la sphère économique et dans la sphère sociale, et l'immense désillusion citoyenne qui règne aujourd'hui en France, mais partout en Europe. Et cette concertation, c'est une tentative modeste de reconnecter le gouvernement et l'État aux citoyens. C'est inhabituel et du coup, forcément, ça bouscule un peu. Par exemple, toutes les organisations représentatives viennent à moi et me disent « mais on ne sait pas tellement, nous, comment y participer ». Ils ont l'habitude, en tant que lobby classique, de venir voir les membres du gouvernement, les administrations d'État pour faire valoir leurs revendications. Ça marche comme ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté, une demande de transparence de l'action publique qui correspond à l'ère du temps, mais plus qu'à l'ère du temps, ce n'est pas un effet de mode, enfin j'espère pas, qui fait que le travail gouvernemental, les arbitrages interministériels, à mon sens, ils doivent être mieux connus, ils doivent être plus publics pour qu'au final, la décision politique soit plus légitime. S'il faut choisir, j'essaie de donner un exemple précis, sur l'open data. Est-ce que l'open data dans les transports, ça veut dire que la SNCF doit mettre publiquement à disposition de tout le monde des données dites commerciales ou concurrentielles comme les horaires de transport ou les tarifs, alors qu'on sait que c'est Google qui pourra tout de suite s'en emparer et derrière les commercialiser? Ou est-ce qu'il faut des régimes de licence spécifiques? Ou est-ce que l'open data, ça ne sert pas à ça? Ou est-ce que ça sert... Voilà, ce genre de débat, mais ils sont multiples. Je trouve que ça ne doit pas être juste un arbitrage entre le ministère des Transports, entre Bercy et les autres ministères concernés, mais que ça doit être l'objet d'un débat public. Voilà, donc cette concertation, elle est lancée jusqu'au 15 janvier selon 4
thématique. Elle est organisée par le CNU, mais aussi par... c'est pas Parlement et Citoyens. Si, c'est Parlement et Citoyens. Donc une organisation qui a l'habitude d'interpeller notamment les élus sur leur relation aux citoyens et la manière dont ils... en anglais, on dirait « to engage with them », la manière dont ils entrent en relation et en connexion avec eux. Et voilà, c'est ambitieux. Puis derrière, on essaiera de faire une loi dans la manière de la faire, qui soit dans la manière de la fabriquer, qui soit aussi un petit peu différente, qui soit bien publique, qui implique bien le Parlement. Il s'agit en aucun cas de désintermédier le Parlement. On n'a pas créé une plateforme servicielle qui... Non, moi je crois à la démocratie représentative, mais je crois aussi qu'il faut lui redonner une légitimité et quelques couleurs. Merci. Donc tout le monde peut contribuer sur Allez-y, c'est ouvert et tout le monde, chaque citoyen peut, à titre individuel ou collectif, contribuer à cette concertation. Un exemple de Family est en lien direct avec les besoins des startups et avec très certainement une conception du rôle des startups dans l'économie, de la fiscalité internationale par exemple, la difficulté à faire payer leurs dus aux géants de l'Internet qui répondent à des stratégies d'optimisation fiscale. Voilà, tout ça, ça peut faire l'objet de publications qui permettront de nourrir le débat. On va maintenant ouvrir donc le débat. Donc on a choisi 4 grands thèmes, donc nos 4 grands thèmes. Donc le numérique et les droits fondamentaux, le numérique et l'entrepreneuriat français, l'éducation et l'action publique. Et donc on va un peu commencer déjà par les droits fondamentaux. Donc je crois qu'on a une question. Bonsoir Madame le maire, merci d'être venue et d'être avec nous ce soir et pour tous ces propos intéressants. Ma question est assez simple, on a parlé beaucoup des aspects positifs du numérique ce soir, il y a aussi des aspects négatifs. Je pense notamment à l'affaire Snowden avec la révélation de l'espionnage américain organisé sur les câbles sous-marins via l'infiltration dans les serveurs des grandes sociétés américaines. Donc ma question c'est, est-ce que l'État français ou l'Europe peut encore protéger ses citoyens ou ses entreprises contre ces violations des libertés individuelles, de la vie privée et évidemment des vols de secrets industriels par exemple. Voilà. Bien sûr, 2 niveaux en France et en Europe. Je vais commencer par l'Europe. Il y a surtout 2 instruments qui sont négociés en ce moment et qui sont très attendus. Le premier, c'est le projet de règlement sur les données personnelles. Il se trouve que la France et l'Europe, mais surtout la France et les pays continentaux, ont une tradition de protection des données personnelles. La loi informatique et liberté, elle a été adoptée en 1978. Lorsque la CNIL a été créée, la France a été précurseur sur ce sujet. Et aujourd'hui, la CNIL préside le groupe des autorités de protection des données personnelles en Europe, le G29 des données, et joue un rôle fondamental dans la définition de ce règlement, qui est le règlement qui a fait l'objet du plus fort lobbying à Bruxelles dans l'histoire des institutions communautaires. Notamment lobbying de la part des géants du net, des grandes plateformes américaines qui n'ont aucun intérêt à ce que l'Europe définisse une réglementation commune et harmonisée en ce domaine, puisqu'aujourd'hui, il est pratique de se domicilier en Irlande et de s'assurer que les conditions générales des contrats signés entre les qui s'appliquent aux utilisateurs de services de ces plateformes dépendent du droit irlandais ou du droit américain. Ça, c'est le premier outil. J'ai le sentiment que la négociation s'accélère et que le règlement pourrait être adopté en 2015. Il est essentiel de garder des capacités d'innovation, notamment pour permettre le big data et toutes ses potentialités, et en même temps de d'ériger le continent européen comme une terre de protection des données et donc d'attractivité économique. Et ce qui explique qu'on est en train de tuer
les entreprises européennes le disent très souvent parce qu'ils craignent pour leur accès à ces marchés, parce que il faudra adapter les solutions techniques qu'ils proposent à un texte qui enfin harmonisera le droit en ce domaine. Il faut voir que les écarts de protection sont immenses entre Malte d'un côté, qui aimerait bien faire du dumping de données, hein, comme il y a eu du dumping fiscal et du dumping social, et la France ou l'Allemagne qui sont des pays qui proposent un niveau très élevé. Donc, comme tout texte européen, il faut négocier et essayer de faire prévaloir une orientation plutôt qu'une autre. L'idée que je défends, c'est vraiment cette idée que des données protégées sont source d'attractivité pour les citoyens, pour les consommateurs, comme pour les entreprises, qui aujourd'hui recherchent une plus grande protection et avec des effets commerciaux très concrets, hein. Les mêmes entreprises américaines aujourd'hui ressentent commercialement les effets post-affaire Prism. Donc voilà pour l'Europe. Le second instrument, c'est éventuellement la renégociation de l'accord de Safe Harbor. C'est un peu technique, mais qui là aussi est un outil qui permet aux États-Unis d'appliquer un régime différencié aux ressortissants et aux entreprises étrangères situées sur le territoire américain. C'est à mon sens absolument pas justifié. Et le rapport de force est en train de se durcir sur ces sujets, et je crois que c'est une bonne chose. Au niveau français, il y aura le projet de loi numérique qui posera ces questions de manière très directe. Faut-il mieux protéger les citoyens? Quelles sont leurs attentes? Les Français sont un peu schizophrènes, c'est-à-dire que d'un côté, leur entreprise préférée, notamment chez les jeunes, et l'entreprise dans laquelle ils rêvent de travailler, c'est Google, avec cette idée que Google, c'est quand même très sympa parce que c'est gratuit, c'est libre, et c'est un peu anti-système parce qu'ils aimeraient bien pouvoir se débarrasser des États. Donc, quand on est ado, spontanément, en tout cas moi, j'adhère assez. Simplement, ce que je crois certains de mes concitoyens n'ont pas compris, c'est que c'est jamais gratuit. Si c'est gratuit, ça veut dire que vous êtes le produit, quoi. Et il se trouve que oui, vous êtes le produit parce que les données que vous produisez sont captées et sont un formidable potentiel de valeur. Et donc, simplement un peu schizo, parce que d'un côté, ils adorent ces services offerts, et de l'autre, ils se disent inquiets de l'usage qui pourrait être fait de leurs données. Un exemple, si on demande à des parents si c'est un problème de savoir que leurs données personnelles peuvent être utilisées par des entreprises, ils disent non, franchement, majoritairement, les sondages montrent que non. Si on demande si c'est un problème que les données de leurs enfants soient utilisées, là, tout d'un coup, c'est hyper problématique. Ce qui n'est pas totalement logique, parce que les enfants deviendront grands, et puis il y a un moment où on se... Voilà. Mais ça montre quand même qu'il y a une sensibilité en France, bien plus forte encore en Europe, en Allemagne, du fait de l'histoire de ce pays, qui a quand même subi le totalitarisme hitlérien et a vu ce qu'un régime de flicage par la captation des données par la Stasi pouvait donner, justement, notamment à l'égard des populations juives. Et si j'en parle comme ça, c'est parce que ce matin encore, je voyais Matthias Döpfner, qui est le PDG d'Axel Springer, le plus grand groupe médiatique européen, qui m'en parlait comme ça aussi, avec une très grande sensibilité personnelle sur ce sujet. Et donc, face à ce schizophrénisme tout français, comment la loi doit-elle répondre? Moi, je crois qu'il faut actualiser la loi informatique et liberté à l'heure d'Internet pour s'interroger sur les compétences de la CNIL, pour sans doute renforcer les sanctions à l'égard des entreprises qui ne respectent pas le cadre réglementaire, pour s'interroger sur l'applicabilité de la loi, la territorialité de la loi, parce qu'on peut faire toutes les réglementations qu'on veut, si elles ne sont pas applicables du fait de stratégies d'entreprise, eh bien, ça ne sert à rien. Une question qui se pose vraiment, c'est si on légifère en France, est-ce que ce n'est pas suicidaire?
Est-ce qu'on tue pas nos propres entreprises alors même qu'il n'y a pas encore d'harmonisation au niveau européen? Voilà, toutes ces questions, elles vont se poser dans le cadre du projet de loi. Alors on va passer au second thème, donc vous avez déjà pas mal abordé, donc l'entrepreneuriat en France, qu'on va un peu accélérer. Je pense qu'il y a pas mal de questions. Est-ce qu'on a des questions sur Twitter ou pas sur... Oui. Du coup, vous avez une question sur Twitter, effectivement. Quel est votre message à la jeunesse française dans cette période de crise? Faites-vous confiance. Parce qu'on ne sait pas faire confiance aux jeunes. Et moi, ça me fait rire quand on me dit que je suis jeune. Je me dis, mais c'est terrible, parce que c'est quand même très symptomatique du mal français, qui est de considérer qu'à 40 ans, dans un gouvernement, on est jeune. Non, moi, je ne suis pas jeune. Enfin, je veux dire, je suis une... Mais ça, par contre, je le revendique, non pas de pas être jeune, mais d'être une immigrée du numérique. Vous êtes des natifs, vous êtes nés dedans. Moi, j'essaie d'être un pont entre les générations, voilà, Et je crois qu'un des mots français, c'est de ne pas savoir faire confiance à la jeunesse. Et le numérique, ça peut être un outil d'empowerment, d'émancipation individuelle et collective. Et donc, cette volonté qui est intrinsèque à la définition même de la jeunesse, qui est d'abattre les murs, de remettre en cause les modèles, de défier l'avenir, le numérique le permet plus que jamais. Donc allez-y. Allez-y et n'ayez pas peur. Et si je le dis, c'est parce que le Premier ministre l'a dit tout récemment au séminaire gouvernemental. J'ai été étonnée parce que je me suis dit, lorsque j'avais votre âge, j'aurais aimé qu'on me dise ça. N'ayez pas peur. Et si vous vous plantez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a aussi un diktat de l'excellence qui est complètement guidé par un élitisme académique, à mon avis, très malsain dans ce pays. Et je suis très consciente que, je parle à la future élite du pays, à des gens qui sont très certainement bardés de diplômes, et ça pèse très, très lourd, mais il n'empêche que, d'abord, soyez modestes, restez-le, remettez-vous en cause, et puis tentez, osez. Ne restez pas obsédés par la valeur de votre diplôme. Le diplôme, il a été inventé après la Seconde Guerre mondiale pour garantir l'égalité républicaine. Aujourd'hui, on ne peut franchement pas dire que c'est un garant de l'égalité républicaine. Donc utilisez-le comme passe, comme carte d'accès à l'audace, votre diplôme. Ne l'utilisez pas pour écraser les autres et surtout ceux qui n'en ont pas. Un petit message. Je crois que vous savez que le concept de la Falcon a été importé en France. Vous avez déjà cité la Falcon à Paris l'année dernière. Il y a une Falcon qui est organisée à Grenoble. Donc voilà, je crois qu'ils aimeraient bien vous y voir. Petit message. J'ai vu ça, j'ai passé. Voilà. Bonsoir. En fait, vous venez de dire n'ayez pas peur. J'ai peur de la France administrative. Est-ce que cette République numérique est-elle compatible avec la France administrative, bureaucratique, qui prend des mois pour faire bouger quelque chose? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Je suis américaine. Je n'ai pas le droit de travailler ici, même si j'étais diplômée d'une université ici. J'ai déjà une convention de stage, j'ai déjà plusieurs idées pour des start-up, mais je n'ai pas le droit de commencer de travailler ici. Est-ce que cette République numérique, est-ce qu'il est compatible avec la France qui ne bouge pas, qui est super lent? Est-ce que c'est une question de politique migratoire ou c'est une question de bureaucratie administrative? Les deux. C'est intéressant ce que vous dites parce que les retours que j'ai des Français qui sont en ce moment dans la Silicon Valley, c'est que ça devient de plus en plus difficile, voir le parcours du combattant, d'obtenir des papiers pour habiter et travailler aux États-Unis. Et les pays en ce moment ferment leurs frontières. C'est vrai des États-Unis, c'est très vrai du Royaume-Uni. Je ne sais pas si vous avez remarqué le discours que tient l'actuel Premier ministre britannique sur l'immigration, y compris l'immigration européenne. Donc il est donc prêt à remettre des libertés fondamentales telles que la libre circulation des ressortissants européens. Dans ce contexte, la réponse de la France, notamment à travers la French Tech, c'est on va mettre en œuvre deux choses, le passeport talent et
Le French Tech Ticket, le passeport talent, c'est un passeport qui permettra, en réalité c'est un visa, on l'appelle passeport, mais c'est un visa, qui permettra à des étrangers de venir en France si ils sont entrepreneurs, si ils ont une idée à défendre, s'ils sont artistes, s'ils sont chercheurs. Ce n'est pas encore mis en œuvre parce qu'on attend un véhicule législatif, ça devait être la loi sur l'immigration. Elle tarde à être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et je pousse avec d'autres collègues pour que ce sujet fasse figure dans le projet de loi sur les activités qui sera porté par Emmanuel Macron. Sinon, j'aimerais bien que ça soit dans ma future loi, mais le lien direct avec le numérique n'étant pas immédiat, ce n'est pas garanti. Le French Tech Ticket, c'est là aussi mis en œuvre à compter de l'année prochaine à destination des startups étrangères qui, si elles sont sélectionnées, pourront bénéficier de 3 choses. Un visa de 4 ans, renouvelable, applicable à l'entrepreneur ainsi qu'aux membres de sa famille, une bourse et un guichet administratif unique qui permettra, par un suivi personnalisé, d'avoir accès à l'ensemble des services publics proposés par l'administration, y compris bien au-delà, parce qu'il y aura une série d'informations données sur le logement, sur l'inscription dans les universités, etc., etc. Donc ça, c'est la réponse à votre requête plus immédiate. La réponse à la bureaucratie administrative, si vous avez reçu Thierry Mandon, je crois que vous en avez parlé. Sachez qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'en Conseil des ministres ou en séminaire gouvernemental, on nous assène le mot d'ordre général qui est simplification. 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 Aujourd'hui, le filtre de toute décision prise par ce gouvernement, c'est est-ce que ça simplifie la vie des entreprises et est-ce que ça simplifie la vie des citoyens? Oui, c'est compliqué en France. J'ai habité 13 ans à l'étranger, je suis rentrée cette année, j'ai galéré et j'ai pas fini de galérer. J'avoue que j'aimerais bien pouvoir renouveler mon permis de conduire en ligne, j'aimerais bien pouvoir obtenir une carte grise en ligne. La réalité, c'est d'abord qu'il y a une volonté politique très forte, plus forte que jamais, je crois, dans l'histoire du pays, de parler franc et d'être honnête sur cette réalité pour la changer, avec des résultats très concrets, mais Thierry vous en a parlé, 50 mesures de simplification adoptées cet été, 50 mesures qui entrent en vigueur à partir de janvier, une autre série de 50 mesures. Le problème, c'est que je crois que les gens n'en ont pas encore perçu les effets, parce qu'il faut que, par exemple, lorsqu'on décide que les entreprises auront une démarche unique à faire pour répondre à un appel d'offres qui est donner son numéro de siret, eh bien, la plateforme technologique est là, les administrations sont là, prêtes à se transmettre entre elles les informations, mais il faut quand même le temps de la mise en œuvre de ce nouveau mécanisme. C'est révolutionnaire en soi. Et puis un petit rappel, la France a été classée récemment par l'ONU premier pays d'Europe pour la qualité de ses services publics en ligne. Premier e-gouvernement européen, classé 4e dans le monde, derrière l'Australie, Singapour et la Corée du Sud. Il y a donc dans ce classement international pas un seul autre pays européen devant la France, moins encore les États-Unis ou le Canada. C'est la preuve et c'est le défi que doit relever ce gouvernement, que oui, un État interventionniste, oui, des services publics forts, donc garants de l'égalité entre les citoyens, lorsqu'ils sont numériques, peuvent être un atout dans la compétition internationale. Bonsoir Madame la Ministre, je m'appelle Reda Berili, je suis entrepreneur étranger, donc marocain. Et j'ai une question, mais je vais juste donner un petit témoignage par rapport à ce que racontait ma collègue entrepreneur. J'ai créé une start-up ici en France, j'ai levé des fonds, j'ai été financé par la BPI, et tous les ans, en fait, je dois renouveler mon titre de séjour. Aller faire la queue comme tout le monde à 4h du matin pour renouveler mon titre de séjour. Et quand je l'obtiens, il ne me reste que 6 mois sur ce titre de séjour. Donc c'est pour dire à quel point c'est compliqué pour nous, entrepreneurs étrangers, de vivre cette expérience entrepreneuriale ici en France. Je sais, j'en suis, et je vous parle avec une grande sincérité, mais enfin honteuse, hein, parce que c'est pas normal.
Et sachez que le mot d'ordre passé dans les préfectures et qui doit aussi se diffuser dans les sous-préfectures, c'est que ce type de traitement n'est plus acceptable. J'ai quand même réalisé une chose, et en tant qu'ancienne élue et en tant que membre du gouvernement, c'est que entre la volonté politique du gouvernement, entre les instructions données au sommet de l'État, c'est quoi ça? C'est la NSA qui nous écoute. Bonjour le FBI. Et la traduction concrète, hein, par les agents de l'administration, parfois il y a un monde. Et je vais aller plus loin. Lorsqu'il s'agit de l'administration de l'intérieur, là je vais être hyper politique et hyper polémique, mais je l'ai vu. Et je l'ai entendu de la part de tous mes collègues à l'Assemblée nationale. On est face à une administration qui a été nourrie d'une certaine idéologie pendant 10 ans, imprégnée d'une certaine idéologie pendant 10 ans. Ça fait 2 ans que François Hollande est élu président de la République. 2 ans pour vider cette idéologie des bureaux, des préfectures, c'est peut-être pas encore assez long. Ma question voulait porter plutôt sur l'innovation et les véhicules qui sont proposés par le gouvernement pour favoriser cette innovation. En fait, le problème, c'est la schizophrénie qu'on vit ici en France entre des propositions bienfaitrices et bien voulues par le gouvernement et la façon dont les organes de l'État traitent ces entrepreneurs, ces start-upers. Par exemple, tout ce qui est statut jeune entreprise innovante, on peut avoir un start-upper qui en bénéficie, au bout d'1 an et demi, 2 ans, pareil pour le CIR, se retrouve redressé et traité comme un entrepreneur voyou et devant débourser des sommes qui sont impossibles à débourser. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces start-upers qui sont face à une administration très complexe et qui se retrouvent dans des situations qui les mettent dans l'embarras et à défaut et qui peuvent les pousser à déposer le bilan? Alors, vous parlez de 2 mécanismes, le statut de jeune entreprise innovante, JEI, et le crédit d'impôt recherche. JEI, ça concerne à peu près 8000 entrepreneurs en France. Ce qu'on me dit, c'est que les dossiers sont longs à remplir. C'est valable pour 8 ans, donc ça a quand même un coût budgétaire, ce qui explique aussi le sérieux et la rigueur qui doivent être présents dans l'examen du dossier. Il y a peu d'élus. Et donc, je crois qu'on peut sans doute améliorer l'efficacité du traitement, mais le vrai problème que vous mentionnez, il concerne certainement le crédit d'impôt recherche. Là aussi, j'aimerais quand même qu'on revienne aux fondamentaux, qui est ce crédit d'impôt recherche. C'est pour les startups et pour les entreprises de manière générale, mais un outil de compétitivité extraordinaire pour faire de la recherche et développement. Moi, je ne rencontre jamais une start-up qui ne nous remercie pas de maintenir ce dispositif qui coûte très cher dans un contexte budgétaire que vous connaissez et qui doit donc être justifié, qui fait de la France une exception dans cette aide que l'on octroie aux entreprises pour les inciter à faire de la recherche et développement. Au point que le dispositif a été étendu, non sans mal, au crédit d'impôt innovation, parce qu'on s'est rendu compte que le CIR n'arrivait pas à appréhender la réalité de l'innovation technologique. Donc, et ce dispositif, il n'est pas remis en cause. Au contraire, le président de la République a à plusieurs reprises exprimé sa volonté de le sanctuariser. Il faut quand même le rappeler. Donc, ce que vous décrivez, c'est la mise en œuvre de ce mécanisme. Et là, avec Thierry Mandon, le retour qui est le vôtre, on l'a entendu souvent et trop souvent. On en a discuté avec le président de la République, il en est conscient. Il s'agit d'abord de rendre le traitement, la manière dont sont examinés les dossiers plus rapide, moins complexe, moins de double examen par Bercy, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, si possible par des jurys qui sont à même de comprendre l'innovation présentée et le business model qui est derrière. Donc voilà, tout ça, on travaille
très précisément sur ce sujet en ce moment. Après, la question des contrôles fiscaux, bon, s'il y a un redressement, c'est quand même qu'il y a un problème derrière. Donc, je pense que le problème, il n'est pas dans ceux qui sont redressés et qui devraient déposer le bilan, il fallait faire attention. Il est plus dans ceux qui sont contrôlés, sans doute de manière trop systématique. C'est un reproche qui nous est très souvent fait. Je suis à Bercy. À Bercy, ce sont les services fiscaux. Je relais ces critiques, je crois qu'elles sont légitimes. Il y a eu un excès de contrôle, mais qui s'explique aussi par un excès d'excès. J'ai demandé à voir les chiffres. Effectivement, ce crédit d'impôt, il a été utilisé trop souvent alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Donc ça explique en partie le zèle qui a été mis par les services fiscaux pour s'assurer de sa bonne application, encore une fois dans le contexte budgétaire que l'on connaît. Maintenant, on est allé trop loin et aujourd'hui, on s'interroge à Bercy, à l'Élysée, à Matignon, sur les moyens de faciliter la vie des entreprises. Cela suppose de diminuer ce type de contrôle. C'est insupportable d'entendre une start-up dire « moi je préfère ne pas demander le bénéfice du crédit d'impôt recherche parce que j'ai peur d'avoir un redressement ou d'être contrôlé fiscalement ». Juste une toute dernière question. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question qui porte sur un domaine en particulier, notamment la santé. Car en fait, je voulais savoir qui, entre vous, le ministère du numérique ou le ministère de la Santé, a le leadership sur la stratégie du numérique dans la technologie de la santé. Voilà, qu'est-ce que vous faites pour aider, on va dire, les startups à développer de nouvelles applications mobiles dans la e-santé, le m-santé, et notamment lorsqu'on regarde les publications, les rapports qui ont été publiés par différents cabinets et qui mettent en évidence le potentiel de ces technologies de santé pour dégager des économies pour la sécurité sociale. Où en est-on en France aujourd'hui? Merci de poser cette question. Alors, qui a le leadership sur la santé? C'est la ministre de la Santé, hein. Sans grande surprise, il n'y a pas de scoop. Et donc, j'ai commencé mes propos liminaires en expliquant la démarche qui est la mienne. Moi, c'est une démarche de proposition, de sensibilisation, d'éclairage. Et l'éclairage que je peux apporter sur ce sujet, c'est d'abord sur l'acuité de ma conscience des enjeux, parce que ce n'est pas totalement un hasard si Google fait de la e-santé sa priorité aujourd'hui. Je rentre des États-Unis, j'ai vu à quel point l'industrie de la santé numérique se développe et à quel point c'est un potentiel, et vous l'avez dit, notamment par le big data, pour non seulement faire des économies, parce que, par exemple, on rend plus prévisibles les effets secondaires des médicaments lorsqu'ils sont pris, lorsque différents médicaments sont pris ensemble, ou la prévisibilité des maladies génétiques, ou voilà, il y a un potentiel extraordinaire. Et ce que je constate aussi en France, c'est à quel point on a des entreprises douées dans ce domaine. Et les medtech, notamment dans certains écosystèmes régionaux, c'est une vraie force. J'ai le sentiment aujourd'hui que le potentiel d'innovation dans la e-santé n'est pas totalement exploité. Pour des problèmes réglementaires notamment. Vie privée. Impôt. Et donc c'est là que on ressort le côté shaker, hacker et maker, hein, qui plutôt poil à gratter, qui est de dire voilà les enjeux, voilà comment on pourrait peut-être essayer d'y répondre. Merci beaucoup, Madame la Ministre.